Bonjour à toutes et à tous, ici Claire des Lucasfilles pour un nouveau mois drama, toujours plus garni, alors que certains et certaines d'entre vous partent peut-être déjà en vacances ou sont déjà partis et vont peut-être en profiter pour regarder quelques dramas. Beaucoup de choses et peu de gros flops ce mois-ci, alors c'est plutôt un bon cru. C'est parti, les tops. Down with Love. Remonté dans mon estime et intérêt depuis The Forbidden Flower, j'ai regardé avec plaisir dans ce drama taïwanais Jerry Yan, même si au final c'est plutôt l'actrice Ella Chen que j'ai adorée en babysitter de fortune qui se retrouve à jouer les fausses lesbiennes pour ne pas effaroucher son patron, un avocat distant qui doit s'occuper des enfants de son frère décédé. Comme il en a ras-le-bol que les donzelles lui tombent sans arrêt dans les bras, la secrétaire du beau gosse lui refourgue donc sa petite sœur et affirme au patron qu'elle est lesbienne et que du coup ça ne craint rien du tout. Bon, le problème vous le voyez venir, car la sœur garçon manqué, maladroite et au grand cœur, va tomber amoureuse du beau gosse et le faire craquer à force de bourde et de bouille sympatoche, ce qui lui causera quelques soucis puisqu'il est persuadé qu'elle ne peut pas s'intéresser à lui. C'est un schéma classique et ça vaut le détour pour l'énergie de l'actrice et la belle alchimie entre les deux personnages. C'est kitschement adorable. Provoke, mini-drama ère républicaine avec arc de vengeance, what else pour l'ère républicaine, c'est toujours des arcs de vengeance, et avec une fausse identité où une minette infiltre une famille pour se venger du vieux ripou qui a orchestré le désengage et la décadence de sa famille. D'un côté, elle se fait passer pour une oie blanche pour approcher le fils afin de se mettre dans les pattes du paternel, sa cible, et de l'autre, elle se place en chanteuse de cabaret et vas-y que j'emballe tout ce joli monde. Le fils a ses propres secrets et ses petits plans perso, et bien sûr la relation est vite très trouble et très troublante entre la belle-mère devenue la concubine du daron et le beau-fils. Bonjour l'ambiance. Vous vous doutez que le vioc va voir tout ça d'un très mauvais œil, d'autant que Pépère a des problèmes d'érection et que la frustration est réelle, ainsi que la guerre de quéquette avec son fiston. Et c'est parti pour secret et passion dans le manoir. C'est plutôt réussi et ça a d'excellentes scènes. Donglan Sue. Après le succès inattendu du mini-drama Jiang Gongju Zai Chang en 2022, on reprend les deux jeunes acteurs débutants et on remet ça avec une inversion de la proposition puisque cette fois Madame est la domestique et Monsieur un prince qui fait la course à l'héritage dans le palais et qui ne démarre pas sous les meilleurs auspices. C'est Madame qui vient à sa défense et devient son garde du corps / chifou pour lui permettre de botter le cul à ses concurrents, d'autant qu'elle a bien sûr son petit arc de vengeance perso après que sa famille a pris cher et qu'elle est tombée dans la déchéance et la prostitution. Les acteurs ont beau être genoux, ils sont drôlement efficaces et encore plus après leur premier drama. Et ce mini-drama est franchement costaud avec de très belles scènes sexy à souhait, alors on en redemande. Au passage, si vous appréciez les acteurs, ils ont un tout petit rôle dans Till the End of the Moon à surveiller donc de près, mais en tout cas c'est très réussi pour ce mini-drama, on dit oui. Alors là je vais faire une petite catégorie à part entre le top et la playlist générale en disant que voilà, ne venez que pour Léo Luo avec Till the End of the Moon qui était un Scientia très attendu avec donc Léo et Bailou dont on a apprécié l'alchimie dans Love is Sweet. Et ce drama est extrêmement irritant car il est formidablement réussi plein de fois à plusieurs moments, alors grâce au charisme impeccable de Léo, mais c'est dans les grandes largeurs un ratage avec des persos dont on se balèque joyeusement hormis les deux principaux et encore parce que même la fille j'ai du mal et que ça manque de grain de folie et d'originalité qu'on pouvait avoir dans The Starry Love par exemple ou Love Between Fairy and Devil avec lequel on est quand même tenté de franchement comparer la série. On a en effet un projet roi des démons franchement très très méchant et une gentille fée qui part dans un projet de réincarnation en flashback pour essayer de le buter avant qu'il ne tourne mal. Mais face à ce grand bâtard tout genou, elle va vaciller et ça va se compliquer car Pépère se trimballe pas mal de casseroles et a été choisi carrément à l'insu de son plein gré comme véhicule du mal absolu. C'est donc pas complètement sa faute. Si Dongfang Chingsang est finalement plus un gentil démon ou alors un anti-héros on va dire face au bâtard de Céleste, Tan Tai Jin est hautement plus dangereux et toxique. Léo nous l'interprète
interprète formidablement, avec une superbe indéniable, malgré son gabarit de plus en plus inquiétant. Il faut vraiment lui envoyer des sandwichs. Moi, je suis très très inquiète. Il est très très maigre dans ce drama. C'est raccord avec le personnage, mais j'étais quand même très inquiète. Il fait le show, alors tout du long, alors du début jusqu'à la fin, mais c'est vrai que malheureusement, comme je l'ai dit, on se balègue de tout le reste. Il vampirise l'écran, ce qui fait que le reste n'étant pas superbement écrit, quand il est pas là, on s'en fout, et il prend toute la place face aux autres personnages. C'est vraiment frustrant parce qu'il y a des choses phénoménales, il y a quelques épisodes qui sont à se repasser plusieurs fois, et j'adore vraiment son personnage de Tan Tai-jin, mais tout le reste, qu'est-ce que c'est du remplissage, qu'est-ce qu'on s'en fout, puis il y a des trucs franchement moyens, et c'est vraiment vraiment irritant et frustrant parce que ça aurait pu devenir un truc franchement sensationnel. Donc oui, n'hésitez pas à le regarder, mais en appuyant sur la zapette un maximum, ne restez que pour Luo qui prend visiblement un très grand plaisir à jouer les démons dès la première scène, et puis qu'on a plaisir à voir dans ce personnage et qui va nous donner un final éblouissant. Normalement, on a dû faire un épisode déjà sorti avec Aurélie spécial sur ce drama, donc n'hésitez pas à aller le regarder pour avoir plus d'informations. On continue avec The Shofu Can Read Minds. Encore un mini-drama, pas prise de tête, avec une food blogueuse qui se retrouve plongée dans le corps de l'épouse d'un ministre froid et distant. On les compte plus au point où on en est, vraiment, on s'en sort pas. Elle cherche à s'en séparer, mais le bonhomme a récupéré bizarrement la faculté de lire dans son esprit, et comme il est de plus en plus intrigué par cette personnalité fantasque, vous voyez où ça va aller. C'est léger, prime sautier, avec des scènes sympathiques, même si très convenues, et ça se regarde sans être inoubliable. The Last Princess. Prémisse très accrocheur autour d'une princesse des Qing qui voit son monde s'écrouler avec la chute de l'Empire et qui doit du coup s'intégrer dans le bordélique de l'ère républicaine. C'est une jeune fille protégée et chérie donc qui a des ambitions de soigneuse / médecin et autour de laquelle gravite dès l'enfance un cousin qui deviendra son gardien quand tout va partir en couille et un fils de général qui est venu lui sauver les miches quand elle était jeune et dont elle a perdu la trace alors que visiblement c'est le big crush de part et d'autre. Évidemment, ça se retombe dessus des années plus tard alors qu'il désespère de se retrouver et qu'ils ne se reconnaissent pas tout de suite maintenant qu'il est seigneur de guerre vaguement bâtard et elle donc étudiante en médecine supposément mariée à son cousin. Alors le cousin est insupportable et qu'est-ce qu'on passe comme temps avec lui dans son pathos. Ça se dirige bien évidemment sur de la propagande communiste sur les derniers épisodes, comment est-ce que tu veux faire autrement, et l'héroïne te tape quand même fréquemment sur le système, mais l'ambiance n'est pas si pire et surtout le perso masculin est intéressant et surtout bien interprété par Jang He, qu'on a pu voir à peu près partout entre 10 Miles, Eternal Love, The Flame's Daughter ou Love O2O, et il est très bien cet acteur. Yes, Her Majesty, mini-drama très réussi et bourré d'originalité et de charme, avec un twist que j'ai trouvé sacrément efficace, il faut le dire. Une femme empereur se réveille après une chute depuis un pont avec une super amnésie et soupçonne fortement le beau gosse qui lui sert d'impératrice de ne pas être très nette. Elle cherche donc à se trouver d'autres concubins, mais le type s'accroche et fait des pieds et des mains avec la complicité de l'eunuque et de la servante pour essayer de faire kékette avec l'empereur et lui faire de beaux bébés. Une inversion très réussie avec des acteurs pleins de peps, pleins de charme et on passe à un excellent moment avec des scènes bougrement sexy. Good and Evil, titre qui a de quoi m'interpeller aussi vite que Love Between Fairy and Devil et où j'ai retrouvé avec beaucoup de plaisir Fiction Go, l'échalas aux grandes oreilles de Suyu. Et il est bien Fiction Go, il est toujours bien cet acteur, il n'y a pas à dire, c'est toujours un plaisir de le retrouver. Notre échalas est ici un dieu qui s'emmerde à 100 sous de l'heure, à garder une rivière magique à la con et à qui le malin fait le don d'une compagne pour meubler sa solitude et faire des parties de Go. Et donc Zhu, cette déesse, va lui tenir compagnie. Et donc vous sentez qu'on est dans un plan Adam et Ève et que ça va partir en couille tout ça. Donc on ne va pas rester dans le meilleur des mondes alors que ces deux-là ne demandaient rien à personne et ne gênaient personne parce que les bâtards célestes vont regarder tout ça d'un mauvais œil, en prendre ombrage et donc décider de les punir parce que why not. Donc tous les deux vont perdre la mémoire et parce que le type a supplié qu'on épargne la vie de sa compagne, lui devient un démon et la fille une mortelle condamnée à la réincarnation avec comme impératif de ne jamais se recroiser. Vous vous doutez que s'ils se recroisaient pas, on n'aurait pas d'histoire, donc bien sûr qu'ils se recroisent. Et donc, ils se reconnaissent
connaissent pas et tu attends le moment où peut-être ça va bien se passer pour eux et est-ce qu'ils vont avoir une seconde chance. Ajouter à ça Vincent Way en adversaire et qui fait ça très bien comme on a pu le voir dans Maid's Revenge et sa suite et qui a son petit plan perso pour se récupérer la fille qui est la seule à lui avoir témoigné de la gentillesse alors qu'il était retenu en prison par toujours les bâtards de Céleste. Alors ça fleure pas la joie tout ça, j'en attendais pas grand chose et en fait ça a été une très bonne surprise avec d'excellentes scènes. Nothing But You, drama Noona hyper sympatoche dans le monde du sport où une nana qui travaille pour une boîte de marketing sportif se retrouve à cornaquer un jeune homme bourré de talent mais qui finit toujours par se saboter en compétition. Dès qu'il la voit, c'est le big love et il va tout faire pour faire tomber les nombreux murs qu'elle a dressés autour d'elle à cause de sa maman qui lui a bourré le mou sur le fait que l'amour était voué à l'échec et qu'il fallait mieux privilégier sa carrière. Leo Wu nous gratifie de sa plastique avantageuse, on va pas se plaindre, et de très belles scènes de séduction en candide, déterminé, et c'est très plaisant à regarder pour la grande forme de l'acteur, et si vous aimez ce genre. Moi qui ne suis pas sportive, je vais passer un bon moment et tout ça est passé crème. Love is Science, autre drama Noona, cette fois chez les Taïwanais, avec cette jeune femme rentrée au pays après un divorce aux États-Unis, qu'elle se garde bien débruitée et qui décide d'ouvrir une agence matrimoniale. Elle recroise sur sa route l'enfant qu'elle avait pris sous sa protection quand elle était ado, un petit garçon rondouillet, timide, qui est depuis devenu bien sûr un beau jeune homme, apprenti coiffeur, ça nous change. Il est bien sûr fou d'elle depuis l'enfance, mais c'est son petit secret. Aura-t-il l'occasion de se déclarer et d'amener sa belle à le regarder avec les yeux de l'amour et du désir? De belles séquences pleines de sensualité dans le bac en shampoing et une histoire touchante et pleine de maturité. When a Snail Falls in Love. Une des originalités de ce drama est que ça se passe au Myanmar pour la plupart de la série et on est donc sur un profil enquête policière ou un détective alors franchement badass, joué avec beaucoup de charisme et de crédibilité par Wang Kai, essaie de démêler un réseau de criminels et franchement alors il assure dans les scènes d'action. Il croise sur sa route une couvée de nouvelles recrues dont l'une d'elles fine psychologue mais donc l'escargot du titre car pas sportive pour un sou, pas costaud du tout, dont il doit sauver les miches et dont il souhaiterait se débarrasser tellement ils font de peu d'espoir sur elle. Sauf qu'elle est bougrement futée, bougrement obstinée et à part ça, elle va tomber amoureuse de lui. C'est un classique, mais ça se passe alors en toute crédibilité et sans tes habituelles oies blanches aux yeux écarquillés. Encore une fois, drama mature, intelligent, intéressant. L'alchimie entre le lion et l'escargot fonctionne très bien. The Trick of Life and Love. Drama sympathique avec une secrétaire qui travaille pour l'adorable Sia Ning-jun en contre-emploi par rapport à mon Lee Rong-bin d'amour, Do My Sweet Liar, et qui tombe dans un meeting corsé sur son ancien prof de fac et tortionnaire, toujours aussi coriace, il n'a pas changé au cours des années. V'là-t-il pas qu'elle est témoin de son accident de voiture dans des circonstances franchement suspecte et à moitié pour sauver les miches de son patron qui en bisbille avec le prof ainsi qu'à moitié pour se venger de toutes les couleuvres qu'il lui a fait avaler par le passé et aussi quand même à un chouïa pour le protéger de ceux qui semblent vouloir lui faire la peau. Elle va pipoter au type amnésique une jolie histoire d'amour et de fiançailles entre deux. Bien prise est celle qui croyait prendre alors que le prof coriace se révèle bien attendrissant dans cette découverte de l'amour avec les complications de retour de mémoire que vous pouvez vous imaginer. C'est divertissant sans être oufissime. Pas de flop, mais quelques gros bof quand même. Donc, Love is Written in the Stars. Ça démarrait pas mal pour ce drama où une nana badass qui a une malédiction amoureuse devient l'apprentie du dieu de l'amour et se frite avec un officier à la sale réputation qui aimerait bien trouver chaussure à son pied, mais dont tous les projets de fiançailles tombent à l'eau. Alors, on est dans le club de la loose, il faut le dire. C'est avec le petit gars de Poisoned Love qui aurait désespérément besoin lui aussi d'un sandwich, je vais les inscrire à la cantine, lui et Léo Luo, et qui est choupinou comme tout. Et au départ, ça fonctionne très bien, avec plein de scènes sympathiques, mais ça devient de plus en plus bof en fait, et de plus en plus ennuyeux. C'est par contre l'occasion de revoir toujours un personnage secondaire sympathique et solaire, le bouillonnant Yanni, qui mérite quand même un jour un premier rôle
rôle, nom de nom, donnez-lui un premier rôle. My Heart Twinkle Twinkle. Destin croisé de deux familles autour d'une recette secrète de poulet frit concoctée par le père de 3 filles, mais volée par son collègue qui a su en tirer un immense profit, alors que le père des filles végète et a des soucis d'argent. Mais voilà que le fils du bâtard déboule en digne fils de son père au début de la série et a flashé sur la sœur aînée, une authentique gentille tout plein, et décide de l'épouser au milieu de circonstances dramatiques de la mort du père dans un incendie, tout en promettant d'assurer les arrières et l'avenir des orphelines, sauf que il est peut-être quand même mêlé à tout ça, ce qui va bien sûr causer du grabuge et lui péter à la gueule plus tard. Alors je le dis tout de go, alors je me fous royalement des sœurs dans l'intrigue, ainsi que du poulet frit, et de tous les trucs secondaires. Le seul intérêt, c'est le personnage masculin hyper complexe du PDG bâtard, hein. On va pas s'étonner de mon choix là-dedans, qui est très bien joué par Besso Bin, qui t'envoie du pâté dans toutes ses scènes. Alors c'est franchement dommage qu'autour de lui, ça chouine et ça pleurniche, car il mérite de la bonne tension sexuelle et de l'angst qu'il assure comme il peut, tout seul. Ça a tous les défauts du mélo coréen, avec comme grâce qui rachète un peu le truc pour moi, la performance de cet acteur et l'intérêt de ce personnage. Animals. Bon le titre est alléchant, hein, et le poster également, mais c'est très très oubliable, hein. D'ailleurs j'ai déjà oublié de quoi ça parle, pour tout vous dire. Une working girl n'en peut plus de son boulot à la télé et se reconvertit en working girl dans le monde du maquillage, hein, c'est original. Où elle a l'embarras du choix et le choix de l'embarras entre le PDG de la boîte et le photographe qui bosse pour la boîte. Alors j'en ai rien eu à faire et je ne me suis attachée à aucun personnage en fait, donc s'il y avait un flop, je dirais que pour moi c'est celui-là. Empress won't go to court. Il y a une flopée de drama body swap en ce moment, alors est-ce que c'est à cause de Love Between Fairy and Devil? J'en sais rien. J'en ai vu un autre dont je parlerai le mois prochain. Alors celui-ci est un mini-drama où l'on retrouve l'actrice de Familiar Stranger. Double effet qui se coule, une fille des temps modernes, était-ce nécessaire pour l'intrigue? Je pose la question. Se retrouve switchée avec l'empereur alors qu'elle aurait dû être l'impératrice. Cela permet surtout donc à l'empereur de prendre la mesure des bitcheries du harem et bien sûr le couple est forcé de communiquer et apprendre à se connaître et se respecter afin de pouvoir jouer leur rôle respectif et assurer la permanence du pouvoir entre tous les complots qui se trament autour d'eux. C'est pas affreux à regarder, mais c'est pas oufissime non plus. Je crois que j'ai saturé sur le fait qu'il y avait la même chose dans le même temps à regarder et puis que l'autre drama était en fait beaucoup mieux fait et plus qualitatif. Les Nignes d'or. Beaucoup de doubles récompenses ce mois-ci, oui, parce qu'il y avait beaucoup de bons acteurs, il faut le dire. Alors avec en meilleur acteur, les deux Léo qui vont se partager le trône. Alors Léo Wu qui s'est imposé depuis ses débuts en minot dans Nirvana and Fire comme une valeur sûre et qui est ici l'amoureux idéal, hein, touchant comme tout, le petit Candide tout mimi choupi, et puis face à lui le roi, hein, Léo Luo, hein, le roi Léo, comment mieux dire, qui est magistral comme je l'ai dit dans le pourtant mitigé pour moi Till the End of the Moon, mais qu'il porte sur ses frêles épaules en nous composant des scènes alors absolument bouleversantes, hein. Cette présence, cette nuance, cette classe, c'est indéniable, c'est le roi Léo. Meilleure actrice, d'un côté Ella Chen qui malgré un rôle potentiellement nunuche et franchement casse-gueule de fausse lesbienne abonnée au GAF et franchement désarmante et touchante de bout en bout. Une jolie découverte pour moi que cette actrice taïwanaise qui nous change de nos habituelles autres actrices absolument parfaites. Et puis la jolie Xia Xia qui est une actrice débutante mais qui a une présence incroyable dans le très réussi Dong Lan-shui en Shifu avec Arc de Vengeance qui va se faire rattraper par l'amour sincère du prince Kelkornak. Très beau personnage et une très belle interprétation. Meilleur acteur dans un second rôle. Coup double encore une fois, alors pour deux acteurs abonnés au second rôle avec impact dans des genres radicalement différents, le choupinou Yanni qui je place à chaque fois que je le vois, donc d'un côté, et puis l'ambigu Vincent Wei, champion des bâtards et des adversaires. Actrice dans un second rôle, vous avez adoré, détesté Re-Sui dans Ashes of Love, et bien l'actrice Wang Yifei nous campe une démone qui a de la gueule dans Till the End of the Moon où pourtant il y a peu d'acteurs secondaires qui parviennent à tirer leur épingle du jeu, tellement encore une fois Léo prend toute la place. Elle cabotine à fond et honnêtement on en redemande et on aurait aimé que son rôle soit plus développé. Meilleure musique, Till the End of the Moon assure le show avec une très très belle bande originale. Ma préférée est sans conteste l'extraordinaire, je
peux pas dire autrement, Blackbird, dont la mélodie, autant que les paroles sont juste parfaites et qui accompagnent parmi les plus belles scènes et les plus mémorables de la série. Meilleure scène, il y en a énormément ce mois-ci, je dois dire. Un joli coucher de soleil dans un train avec moment troublant dans When a Snail Falls in Love. Évidemment, les lavés de cheveux dans Love is Science. La prise de pouls très sensuelle dans Yes, Her Majesty qui nous donne une excellente scène. Toute la première scène d'ouverture de Provoque qu'on retrouve un peu plus tard dans la série et le bisou pudique à travers un voile dans une voiture. La morsure dans Donglan Sue ainsi que des scènes de baisers et d'amour bien sympathiques ma foi, qu'on voudrait voir plus souvent. Mais alors là, c'était vraiment très réussi. Le moment dans Good and Evil où le démon bourré fait sa confession bien irrésistible à l'héroïne en lui balançant qu'il souhaiterait l'attacher à ses côtés, ainsi que scène de lit et pétale. Mais le top revient évidemment à Till the End of the Moon, qu'on ne peut pas mettre à la baille tellement il y a des scènes extraordinaires et inoubliables. Alors que choisir entre la scène de danse sur le bateau, le festival symbolique avec la lutte éternelle entre le bien et le mal, la fée et le démon, les retrouvailles des personnages après leur séparation, le bisou cicatrice, oh punaise, un bisou cicatrice, mais qu'est-ce qu'on aurait voulu en avoir un dans Star Wars. Alors franchement, on n'en a pas assez souvent, même dans les dramas, à part Moon Lovers, il y en a quand même pas beaucoup. Et puis on a surtout les 2 derniers épisodes où tu as une accumulation de scènes exceptionnelles et donc une fin épique pour ce personnage de Tatanjin victime de la fatalité où tu as de l'angst, de la sensualité, de la tendresse, de la tragédie, alors que tu en as pour ton pognon, tu vas en bouffer jusqu'à la fin. Et puis alors là, tu zappes plus rien, alors que Dieu sait si j'ai zappé des choses dans ce drama. Mais alors pour moi, le top du top, le fin du fin dans cette série restera les scènes où l'héroïne va mourir dans son passage au royaume des mortels et où le personnage de Tan Tai-jin pète un plomb à refuser de rendre le cadavre de sa chérie et va nous donner donc des scènes bouleversantes, poignantes, alors qui vont vous prendre aux tripes, des moments de pure grâce qui font que ce drama pour moi va rester inoubliable, alors qu'il y a vraiment plein de choses qui pourtant me gavent et ne me plaisent pas du tout dans ce drama. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci et comme vous voyez, on avait beaucoup de choses à débriefer, du très lourd, des très bonnes choses et en ce moment je dois dire que les Chinois assurent à fond sur les Ciencia. Il y a plein de choses qui sortent en ce moment qui sont très très intéressantes, également plein de mini-dramas de plus en plus qualitatifs, donc je pense qu'on devrait plutôt avoir un bon cru également le mois prochain. Comme d'habitude, je vous encourage, peut-être que même je vais vous supplier de mettre en commentaire les dramas que vous regardez en ce moment, ceux que vous avez envie de voir, votre wishlist, votre playlist, vos coups de cœur, vos coups de gueule, si vous avez vu les dramas dont je parle et puis en espérant vous retrouver heureuses et nombreux, pourquoi pas, le mois prochain pour la prochaine playlist. Un très bel été à vous et on se retrouve en juillet. Bon binge watch!